Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse, il y a la controverse d'Alexandre Cormier-Denis qui a été invité et ensuite désinvité. Je suis tellement d'accord avec toi. On est-tu démocrate ou on n'est pas démocrate? Je t'écoutais avec Alexandre là, avant de venir en ondes et je dois partager ton opinion. À un moment donné, ce n'est pas n'importe quelle commission parlementaire, c'est une consultation générale et le principe, c'est qu'on invite tous ceux qui ont déposé des mémoires. Et à un moment donné, dans une démocratie, il faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui disent des horreurs. Puis maintenant, on en rit des Pinot-Carons, là, tu sais, ça fait partie du folklore, là, du débat sur la charte. T'aurais dû voir Luc Lavoie tout à l'heure, là, j'y ai fait jouer une bonne partie de Pinot-Caron. Écoute, Emmanuel, il a quitté la salle ici parce qu'il était plus capable de faire sa chronique tellement qu'il riait puis qu'il pleurait, il est sorti. Mais ça fait partie du folklore, là. Mais à l'époque, rappelons-nous comment c'était choquant. Alors, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut, dans ce contexte précis d'une consultation générale où cette personne a respecté les règles, il faut l'entendre. Et la réalité, c'est que en l'empêchant de venir, là, on vient de nourrir toutes les théories du complot qui l'alimentent. On vient d'amplifier son haut-parleur parce que, objectivement, il y a combien plus de monde qui pense pas mal comme lui, mais qui ne savaient pas encore qui il était, qui maintenant vont se tourner vers lui. Moi, je vais t'avouer, là, il a fallu que je le google ce matin quand j'ai entendu son nom. Là. Alors, si c'est mon cas, c'est le cas de plein d'autres personnes. Alors, en le victimisant... En le martyrisant. C'est un martyr politique aujourd'hui. On en fait une victime, on en fait un martyr de la libre expression, un martyr du wokisme, de la bien-pensance, etc. Objectivement, dans la maison du peuple, comme on dit, là... on discrimine pas sur le QI, là. Non, de un. Et de deux, comme tu dis, il y avait une option très simple, OK? Qui était pour les élus de se lever, puis de partir. Et de quitter. Ou de ne pas lui poser de questions. Il y a plein d'options. Mais là, tout ça part d'un article sur le web hier qui mène à une chronique radio. Et là, ça part en vrille où tout le monde... C'est la chasse aux commentaires, la chasse à la honte d'avoir voulu l'entendre. Parce que c'était ça beaucoup le ton aujourd'hui des questions. Et la chasse à la honte d'avoir voulu l'entendre. Mais toute la classe politique sur les dents, personne ne veut avoir à le défendre. Et là, finalement, on dit, on va vous désinviter. Est-ce que c'est plus ridicule que de désinviter quelqu'un? C'est pas comme s'il savait pas qu'il y avait un risque de l'inviter, de le recevoir à ce moment-là. Mais à partir du moment où le 28, le 30 août, ils ont réfléchi, ils se sont consultés, ils ont dit « lumière rouge, tu sais, il va faire controverse, il va falloir gérer ça », et que les gens disent à l'époque, dans le secret, « non, mais c'est correct, on va l'assumer », là, il se met à faire chaud un peu, puis pouf, on sacrifie ça. Moi, je pense pas que ça sert la cause de la démocratie. Ouais. Je pense surtout pas que ça sert la cause d'une immigration ouverte, inclusive, tolérante et tout le reste. Emmanuel, au début de la guerre Ukraine-Russie, Lavrov allait donner un discours à l'Assemblée générale des Nations unies, puis on a vu des pays et des délégations se lever puis quitter la salle parce qu'ils voulaient pas entendre les mensonges russes alors qu'une guerre faisait rage en Ukraine. Il y a personne qui a dit on va pas entendre les Russes puis on va leur enlever le micro puis on va les désinviter. Non, tu peux te lever et quitter la salle, c'est beaucoup plus puissant que de dire je vais pas t'écouter. Alors je comprends pas que nous on est Québec un inconnu. Ben oui, c'est pas mal plus efficace. En parlant d'efficacité, c'était-tu assez efficace le point de presse de Justin Trudeau ou c'était un petit peu à la sauvette là, j'ai vu qu'il a pas pris de questions? C'est compliqué, hein, objectivement, là, parce que on s'entend que cette déclaration et les excuses que doit prononcer M. Trudeau, c'est pas dans le couloir du Parlement que tu fais ça, OK? Faut que ça se fasse à la Chambre des communes. Mais les travaux de la Chambre sont organisés d'une certaine façon qu'il peut pas comme rentrer aux communes puis dire « Allô, stop, moi j'ai quelque chose à dire ». Le seul moment
qui est prévu pour faire ce genre de déclaration, c'est après la période des questions. Alors, il fallait comme évacuer une partie du problème avant la période des questions. C'est ce qu'il a fait en présentant des sincères excuses au nom du Parlement, que c'est une erreur qui met le Parlement, le Canada dans l'embarras. Et là, c'est intéressant. Regarde la nuance de discours. Il dit, cette erreur du président était une horrible violation pour les millions des victimes de la Shoah, pour les Juifs et pour l'Ukraine. C'était également blessant. Fait que là, c'est moins grave, tu sais, tu comprends? Pour les Polonais, parce que cette unité-là a causé des massacres horribles en Pologne, là. Tu sais, il y a un village où ils sont rentrés, ils ont mis toutes les femmes, les enfants dans une église, puis ils ont fusillé, là. OK? Les Roms, qu'on appelle Roms, mais qui à l'époque étaient ce qu'on appelait les Gitans. Et là, bien sûr, les LGBTQ+, les handicapés, les personnes racisées et toutes les personnes persécutées par le régime nazi. Je comprends pas pourquoi, dans un contexte comme ça, il y a besoin d'aller comme ça. Faire la hiérarchie des mots. Puis c'est comme on avance sur un truc où le Canada a tellement occulté cette part de l'histoire ukrainienne, mais qui est notre histoire finalement, parce que, je m'excuse, mais ces gens-là, on les a accueillis par milliers après la guerre. Alors, à un moment donné, il faut l'assumer, là. Mais là, on a tellement mis ça sous le tapis qu'il y a pas grand monde qui comprend. Puis que là, personne n'est sûr de ce qu'on peut dire puis pas dire, sur qu'est-ce qu'a fait cette unité-là. Puis là, on va le dire, mais il faut pas blesser les Ukrainiens en même temps, parce qu'il y a une grosse communauté ukrainienne. Fait que là, on est rendu dans la hiérarchie des mots. Puis tant qu'à y aller, ben là, si on reconnaît les Roms, il faut reconnaître les gays. Si on reconnaît les gays, c'est les LGBT, les handicapés. Tu sais, je veux dire, c'est... Hey, écoute, si t'as pas été ni blessé ni traumatisé dans toute la description qu'il a faite, là, c'est que vraiment, là, t'es nobody, là. Je veux pas critiquer pour critiquer, puis je veux surtout pas mettre ça sur le dos du wokisme et de tout le reste. Je trouve que c'est symptomatique de toute cette histoire-là. C'est que ça reflète à quel point l'inculture profonde au sein de notre classe politique, au sein de notre État, fait en sorte qu'au moment où le premier ministre est obligé de présenter des excuses sur une histoire qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas, OK? Ce qui est justement le rôle des unités SS en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, on est obligé de s'en remettre à des généralités. Écoute, peut-être qu'à la Chambre des communes, ce sera plus érudit, mais au moins, il a coché les cases qu'il fallait. Donc, Juifs, Ukraine, Zelensky, Pologne, parce que il faut le mentionner, là, en Pologne, on est en pleine campagne électorale, on est en bras de fer avec l'Ukraine, le gouvernement pourrait être élu, mais sur des partis de l'ultra-droite, comme on dit, et a totalement instrumentalisé cette affaire-là. Alors, il y avait pas mal de coches, là, on a fait le strict minimum pour passer au travers de la prochaine heure. Là, la période des questions commence, là, je la vois à l'instant, puis ça va être long parce que le mercredi, M. Trudeau est supposé répondre à toutes les questions. Ouf! Parlons très rapidement de ce sondage léger, la CAQ qui perd des plumes, Poilievre qui est sur une lancée au Québec. On dirait que des plaques sont en train de bouger tranquillement dans le monde politique, tant au provincial qu'au fédéral, mais pas tant quand on regarde ça au Québec, parce que la CAQ demeure, après 6 ans, toujours première dans les sondages, là, faut le dire. Oui, tu sais, on dit souvent que l'impact de la hausse des taux d'intérêt dans l'économie, ça prend 18 mois à se faire sentir. Ben, je pense que ça prend 18 mois à se faire sentir dans les sondages aussi. Ce qui est intéressant, c'est que oui, tu sais, on n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme, là, alerte rouge, mais la CAQ perd des plumes, elle perd des appuis, 3 points, c'est non négligeable, c'est son plus bas score. Mais quand on regarde le détail, c'est dans quelle classe d'électeurs que la CAQ perd le plus? C'est les 35 à 54 ans. C'est le monde qui ont des maisons, qui sont en train de renouveler leurs hypothèques, qui travaillent, qui ont des enfants à l'école, qui travaillent. C'est pas surprenant en même temps. C'est pas alarmant. Moi, je trouve qu'il y a d'intéressant là-dedans dans ce sondage-là. Ce que je remarque, c'est qu'on peine. Il va falloir en voir plusieurs, peut-être plus de temps pour comprendre, expliquer, je pense, la remontée de Québec solidaire puis du Parti libéral, au-delà de dire que c'est des appuis de la CAQ qui sont allés là. Mais
Est-ce qu'on est en train de voir un plafonnement des appuis de Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je pense que ça, c'est la question. Puis du côté du fédéral, au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'en un mois, le Bloc a perdu 7 points. C'est énorme. Dans l'électorat québécois en général, même s'il demeure en avance chez les francophones, Pierre Poilievre en a gagné 5. Moi, ce que ça me dit, c'est tous les conservateurs enthousiastes, là, on se calme. Il n'y a pas de vague bleue en ce moment. Mais la campagne de pub, le congrès, ça réussit à entrouvrir la porte. Ce qui fait que les gens, ils disent plus « Pierre Poilievre », ils disent « je vais l'écouter ». Puis, ça illustre dans mon esprit la vulnérabilité qui a toujours été là du Bloc québécois, là. C'est qu'ils sont très forts, très pertinents, très efficaces quand les valeurs identitaires trônent, la charte, le scandale des commandites. Mais en économie, là, coût de la vie, là, c'est 0 puis une barre. Mais c'est pas qu'eux, ils sont pas bons là, sur ces enjeux-là, mais c'est que les électeurs savent qu'ils peuvent pas vraiment changer la donne. Puis surtout, gros vent de changement, c'est là qu'il se met à vanter très, très fort, je pense, pour le Bloc québécois. Puis ce qui est inquiétant pour eux, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour réussir à combattre le barrage de publicité que nous réservent les conservateurs dans les prochains mois. Ça risque d'être assez intéressant à suivre, à analyser puis à potiner là-dessus. Emmanuel, on va continuer à faire ça tous les jours. Ensemble, à tous les jours. Merci. Bye bye. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher et je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.